10h à Lalane dans la commune de Fandène, même heure à Kercheikh Guinaw Rail à Thiès Nord, le journal Les Titres. C'est la psychose chez les populations de Kercheikh Guinaw Rail au nord de la ville de Thiès. L'obscurité aidant, elles sont confrontées aux nombreux cas d'agression, de vol et d'accidents de la circulation, d'où leur cri de cœur pour l'éclairage public de la localité. Plainte des responsables du GIE Sursaut de Lalane contre Léopold Diop. Ils accusent le coordonnateur du Forum civil pour diffamation. Le procès a eu lieu ce matin, aura lieu plutôt ce matin. Sen Radio suit cette affaire. Babacar Ndaw est sur place. Le SAES Thiès dit non à la loi universitaire. Celle-ci a été incinérée devant le rectorat de Thiès des enseignants qui estiment que leurs priorités sont ailleurs. Ce qui suscite une vive réaction, une réaction amère de l'Alliance patriotique Jambar pour la République APDR. Suite à cette incinération sur la réforme universitaire pour l'APDR, cet acte anti-républicain n'est pas digne de la part d'intellectuel. Abdoulaye Fall Mao va s'en expliquer. Le renforcement de la position concurrentielle de l'Afrique préconisée, l'installation des guichets uniques permet de faciliter les échanges. Pierre Claverpouille depuis la Petite Côte nous en dira un peu plus. La coalition des organisations de la société civile accueille le réseau des élus locaux dans la lutte pour le respect des droits des populations impactées. Abdoulaziz Diop, le coordonnateur du Forum civil de la coalition des sociétés civiles à Thiès, va s'en expliquer. Le journal de la Cannes va clore cette édition réalisée par Maguette Mariem Ndiaye du côté de la baie vitrée. Pape Médounion dans un instant le développement. Babacar Sow. Les populations de Kercheikh Guinaw Rail au nord de la ville de Thiès ne dorment plus à point fermé. La raison dans ce populeux quartier de la cité du Rail est l'insécurité consécutive au manque criard d'éclairage public. À Kercheikh Guinaw Rail, les populations sont souvent victimes d'accidents, de la circulation de vols ou d'agressions. Tierno Diallo est riverain du quartier. Le problème, on est confronté à l'obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière. Ici, la nuit, tu peux faire un accident avec les motos Jakarta et les taxis clando parce qu'il fait sombre. Personne ne voit. Autre chose aussi, il y a les voleurs. Ils se profitent de l'obscurité pour entrer dans les maisons. On ne peut pas faire de l'élevage. C'est grâce à l'obscurité. Il fait sombre. Il fait vraiment sombre la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Vous voyez cette nuit, il n'y a pas de lampe. Même son de cloche chez cet autre riverain qui habite le long des chemins de fer. Un riverain pour qui les autorités ont laissé les populations à elles-mêmes. Nar Mbaye. On ne voit pas les autorités locales au niveau de notre coin. Personne ne prend en charge les différents problèmes qui sont autour de nous. Les citoyens sont là, laissés à eux-mêmes et en rade par rapport à beaucoup de situations. Il y en a pas d'éclairage, il y a l'obscurité, il y a le grand banditisme. A signalé ce week-end qu'il y a eu une bande de voleurs fortement armés qui a semé la terreur au marché Ngelaw dans cette même localité sans être inquiété. Sud FM, l'info, c'est ici. En plus bref, je vous le disais, plainte des responsables du GIE Sursaut de Lalane contre Léopold Diop. Ils accusent le coordonnateur du Forum civil pour diffamation. Le procès aura lieu ce matin. Sen Radio suit cette affaire pour nous. Certainement, avant la fin de cette édition, nous aurons Babacar Ndaw en direct depuis le tribunal régional de Thiès. Le SAES dit non à la loi universitaire. Celle-ci a été incinérée devant le rectorat de Thiès. Des enseignants qui estiment que les priorités sont ailleurs. Babacar Ndaw. La coordination des sections SAES de Thiès réaffirme plus que jamais son opposition à la loi cadre portant sur les universités publiques du Sénégal. Devant les locaux du rectorat ce matin, une copie du projet a été incinérée et jetée à la poubelle. Mamadou Babacar Ndiaye, coordonnateur des sections SAES de Thiès. Aujourd'hui, on était venu pour rappeler au gouvernement que la place de cette loi qui est impopulaire, qui est tout sauf une bonne loi, est à la poubelle. On vient de la mettre symboliquement à la poubelle en la brûlant symboliquement. Pour dire non à la fin de l'autonomie institutionnelle, les enseignants du SAES de Thiès soutiennent éviter tout de même le bras de fer. Parce qu'on a déposé un préavis de grève depuis le 15 janvier. Et depuis lors, on a déjà mené un certain nombre d'actions, dont celle d'aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est vraiment d'amener le gouvernement à la négociation pour une révision de cette loi qui est nécessaire. Hein. Nous voulons cette révision, nous voulons cette loi 4, mais pas la loi qu'il nous propose, vraiment, qui est vraiment une mauvaise loi. Donc notre objectif, c'est vraiment d'amener le gouvernement à la négociation avant qu'on en arrive à la fin du préavis et qu'on soit obligé d'aller à un bras de fer, malheureusement. Selon toujours Mamadou Babacar Ndiaye, oui à une réforme, mais les priorités sont ailleurs. L'illustration de l'université de Thiès est édifiante. L'université de Thiès fonctionne sans texte réglementaire, la première chose. La deuxième chose, c'est que l'université de Thiès a été créée dans le vide, puisqu'on a regroupé des écoles qui existaient
pour en faire une université. Depuis lors, il n'y a pratiquement rien qui n'a été fait. Si vous allez sur le site de l'université où nous avons entre 40 et 60 hectares, ce qui est construit est même indigne d'une école primaire. Je ne parle même pas d'une école moyenne secondaire ou d'une université. Donc l'université de Thiès est à construire et à équiper. Et ça doit être une des priorités du gouvernement. Et si vous regardez aussi les recommandations de la CNES, toujours dans la gouvernance, il est bien dit qu'il faut augmenter les capacités d'accueil des nouvelles universités pour permettre d'absorber les nouveaux bacheliers. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, mais toute l'université de Thiès ne compte même pas 3500 étudiants. Les enseignants de l'université de Thiès ont dans la foulée déploré le manque de volonté de l'État, mais également certains parlementaires qui ont voté cette loi en ont pris pour leur grade. Babacar Ndao, merci. Vous allez installer en fin d'édition Mamadou Babacar Ndiaye. Il sera l'invité du 10h. Je rappelle, c'est le coordonnateur du SAES de Thiès. Voilà une incinération qui suscite de vives réactions à Thiès avec celle-là très amère de l'Alliance patriotique Jambar pour la République APDR. Suite à cette incinération, la loi sur la réforme universitaire par le SAES, l'APDR condamne cet acte qu'il juge anti-républicain et qui n'est pas digne de la part d'intellectuels. Abdoulaye Fall Mao et le président de l'APDR, nous l'écoutons. Je suis déçu, très déçu. J'ai vu quelque chose qui me fait très mal aujourd'hui. Les universitaires, les grands responsables, les grands intellectuels sénégalais brûler une loi. Celui qui brûle une loi peut brûler une nation, peut brûler le drapeau national. C'est un drame. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ce qui n'est pas normal. Tout le monde sait que la loi est mauvaise. Elle est extrêmement mauvaise. Mais il ne doit pas la brûler, très sincèrement. Parce que c'est un mal. Si la loi est mauvaise, tout le monde sait que la loi est mauvaise. Mais ça ne doit pas se faire comme ça. Les intellectuels, le pays dépend d'eux. Parce que d'abord, ce sont des jeunes, ce sont des références. Ils doivent travailler pour le Sénégal. Intellectuellement, ce sont des hommes calés. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un manque de respect à la nation. On devait le prendre et le mettre en prison, qu'il est nécessaire. Où le trouve maintenant le président de la République? Il doit prendre sa responsabilité. Le président de la République doit prendre sa responsabilité. Même le procureur doit prendre sa responsabilité. Parce que la loi est plus mauvaise que la loi qui a mis en prison Karim Wade. Pourquoi lorsque on a mis Karim Wade en prison, ils sont pas réels. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème. Parce que peu importe, les Sénégalais, je ne comprends plus. Il faut être un Sénégalais, votre part vous intéresse. Mais la nation ne vous intéresse pas. Si on prend la responsabilité de détruire une nation, même si la loi est mauvaise, on ne doit pas vraiment brûler la loi. Je demande au président de la République de prendre sa responsabilité. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités. C'est plus pire que ça. Ça ne doit pas se comme ça. Il faut qu'il réfléchisse. Maintenant, si demain, les étudiants prennent la responsabilité de brûler un car, prennent d'autres choses, qu'est-ce qu'ils disent? Mais la loi est plus importante qu'un car. La loi est plus importante qu'un président de la République. Mais s'il prend la responsabilité de détruire, de brûler une loi, ça devient dangereux. Celui qui brûle une loi peut détruire une nation. Celui qui brûle un drapeau national peut brûler une nation. Vraiment, c'est honteux. Mais ça ne m'a pas surpris. Si un président de l'Assemblée, devant le public, en train d'insulter les gens, ça devient très mal. Voilà, c'est ça. Depuis 2011, le Sénégal n'est pas bien. Parce que le Sénégal, c'est un pays de référence. Maintenant, ça devient dangereux. Mais le centre intellectuel doit se revoir et faire une réflexion particulière par rapport à ce qu'il fait. Ça, c'est très grave. Destination la Petite Côte, le renforcement de la position concurrentielle de l'Afrique préconisée, l'installation des guichets uniques va permettre de faciliter les échanges. Pierre Claverpouille. La construction d'un vrai marché africain pour les Africains a été au cœur de la 6e réunion de l'Assemblée générale du comité exécutif de l'Alliance africaine pour le commerce électronique AACE. Les experts ont saisi cette occasion pour plaider pour le renforcement de la position concurrentielle de l'Afrique. Pour Ibrahim Nour Edine Diagne, président de l'Alliance, le grand défi reste de renforcer l'efficacité commerciale de l'Afrique. Et aujourd'hui, que la plupart de nos pays aient plus de 10 ans d'expérience en matière de guichet unique, sur un sujet de l'heure, c'est un atout et je pense que lors de nos travaux, nous allons voir comment orienter ce que nous avons dans nos différents pays pour renforcer l'efficacité commerciale de l'Afrique. C'est ça le gros défi. Le directeur de cabinet du ministre du Commerce a magnifié le choix porté par l'Alliance sur le Sénégal pour abriter cette rencontre. Selon Augustin Faye, l'instauration des guichets uniques a permis d'accélérer le rythme du commerce dans nos pays. L'instauration du guichet unique a permis d'accélérer en réalité le rythme du commerce et de faire participer davantage nos industries à cet échange mondial. Parce que, vous le savez, le guichet unique permet une simplification ou une agrégation des procédures et du coup un gain de temps énorme. Pierre Claverpouille, Mbour Sud FM. Pierre Claverpouille, merci. La coalition des organisations de la société civile accueille le réseau des élus locaux dans la lutte pour le respect des droits des populations impactées
Abdoulaziz Diop est le coordonnateur régional de la coalition des sociétés civiles de Thiès. Il est au micro de Babacar Ndao. Je pense qu'on a commencé à expliquer un peu le sens de cette rencontre. Cette rencontre est l'aboutissement d'une des phases d'un processus très long qui consiste à, disons, faire le monitoring de la gouvernance minière. Comme vous le savez, le Sénégal est en phase de devenir justement un pays minier, à vocation minière. Et notre département en particulier devient un département minier, avec la présence de cimenteries, de mines, les phosphates et d'autres ressources naturelles ou minérales. L'eau dans la zone de Kirène, etc. Alors, vous savez, les ressources minérales étaient un secteur, disons, plus ou moins fermé. Parce que le prétexte, c'est que c'est une ressource nationale qui est donc ressortie à la compétence de l'État. L'État en a fait à un certain moment sa chose, avec des clauses qui ne permettaient même pas de communiquer sur la gouvernance foncière. Vous connaissez la fameuse clause de confidentialité qui fait que même les contrats que nous passons avec les concessionnaires des mines, les compagnies, il y a des aspects de ces contrats qui ne peuvent pas être divulgués. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est comme c'est un secteur qui est multidynamique, qui demande un processus multi-acteurs, il y a donc un ensemble d'acteurs qui s'agissent et qui devraient se mettre ensemble pour gérer le secteur. L'État, certes, qui incarne la souveraineté nationale, les compagnies qui mettent leur argent, qui exploitent, qui explorent, etc. Mais il y a également d'autres acteurs. Il y a les populations que vous trouvez sur place, ce qu'on appelle les communautés. Elles ont leur mot à dire. Mais vous avez aussi un niveau de gouvernance très important. Les collectivités locales qui sont élues par ces populations-là, qui représentent ces populations-là. Mais à l'état actuel des textes, à l'état actuel de la législation sur la question, cet acteur-là, l'élu local, n'était pas très apparent, ou le rôle qu'on voulait lui assigner était juste un rôle de validation ou de faire valoir. Or, justement, quelle est la situation de l'exploitation des mines? C'est que, autant c'est bénéfique pour l'économie nationale. Parce qu'en fait, c'est un secteur qui est porteur et qui est producteur de beaucoup de ressources, notamment des ressources fiscales. Certes, donc, de ce point de vue-là, le secteur mérite d'être considéré, mais enfin, il y a le revers de la médaille. Il y a des impacts négatifs. Nous avons observé que dans les zones où on fait de l'exploitation minière, il y a des désagréments que les populations subissent. Il y a l'environnement qui est agressé. Il y a les personnes qui sont agressées dans leur santé. Parce qu'il y a des maladies qui apparaissent dans les zones dont on n'y connaissait pas. Les maladies de la peau, les maladies dermatologiques, les maladies liées telles que le sida. Il y a aussi de la dégradation des mœurs. On voit beaucoup de jeunes filles qui se livrent à des activités qu'on ne peut pas dire devant un micro. Il y a maintenant la déscolarisation. Les jeunes qui quittent l'école pour aller travailler dans les compagnies. Mais qui est-ce qui subit tous ces impacts négatifs? Ce sont les communautés. Mais qui sont les communautés? Les communautés, ce sont les collectivités locales qui portent la parole des communautés, qui sont les instances qui incarnent les communautés. Parce que les élus locaux sont les porteurs de mandats de ces collectivités, de ces élus-là. Pourquoi nous avons dit, après avoir, avec l'éclairage de la société civile, après avoir découvert ces aspects de la question, nous avons dit qu'il est tout à fait important que nous affirmions et que nous réformions notre rôle dans le processus. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Polémique sur l'arbitrage après l'élimination de la Tunisie en quart de finale par la Guinée équatoriale. La Confédération africaine de football pointée du doigt avec la démission du président de la Fédération tunisienne de football du comité d'organisation de la CAN. Le journal de la CAN, Amadiaï. Guinée équatoriale favorisée par un arbitrage maison. On s'est fait avoir par l'arbitre de la CAF.
Un hold-up pour satisfaire l'équipe locale. Des propos acerbes tenus par les joueurs et responsables tunisiens qui ne décolèrent pas. Et le sélectionneur belge de la Tunisie d'y aller avec son petit commentaire. On a eu cet arbitre en phase de qualification. Il avait fait un match correct, mais là, c'est énorme et c'est à lui de dire la vérité. Une manière pour Georges Leken de dénoncer un complot. Et certains réseaux sociaux qui enfoncent le clou. En parlant d'un marché entre la CAF et la Guinée équatoriale, l'on se rappelle qu'il avait sauvé les meubles en acceptant d'organiser la 30e édition de la CAN au pied levé. Ce polémique contre l'arbitrage est toutefois considéré comme un raccourci facile et dangereux par le mythique gardien international camerounais Joseph Antoine Bell. Selon lui, que la Guinée équatoriale bénéficie d'un penalty contesté, ça peut arriver, mais qu'on en fasse une guerre, ce n'est pas normal. C'est un fait de jeu qui arrive souvent. Une assertion qui trouve toute sa pertinence si l'on évoque la CAN tunisienne en 2004 où l'arbitrage avait plus que favorisé les Aigles de Carthage à Rades. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. Ils vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Dans un instant, l'invité du 10h. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Voilà, il s'agit ce matin de Mamadou Babacar Ndiaye. Mamadou Babacar Ndiaye, le coordonnateur du SAES à Thiès, le prétexte, le SAES Thiès qui dit non à la loi universitaire. Celle-ci a été incinérée devant le rectorat. C'est Babacar Ndiaye qui lance. Aujourd'hui, on était venu pour rappeler au gouvernement que la place de cette loi qui est impopulaire, qui est tout sauf une bonne loi, est à la poubelle. Et on vient de la mettre symboliquement à la poubelle, en la brûlant symboliquement. Voilà, c'est ça l'objectif de notre action de ce jour. Pourquoi justement ? En fait, cette loi, elle est à l'initiative du SAES, qui a travaillé depuis 2011. Donc, lors de la CNAES, nous avons rappelé qu'il fallait une loi cadre. Et si vous regardez les conclusions de la CNAES, dans les recommandations de la 11e à la 17e, on parle de la gouvernance de l'enseignement supérieur. Et pour mettre en place cette gouvernance-là, il fallait mettre en place le comité de suivi qui n'a jamais été. Ce qui fait que cette loi qui avait été déjà discutée, déjà proposée par le SAES, a été retouchée par le gouvernement à notre insu et qui a mis des choses qui sont vraiment, vraiment inqualifiables. La chose la plus importante, c'est que désormais, les composants des universités, aussi bien les enseignants, les étudiants et le personnel administratif, leur présence devienne symbolique dans la gouvernance des universités. Autrement dit, même en leur absence, des décisions peuvent être prises de portée administrative, pédagogique ou de n'importe quelle sorte et peuvent être valables. C'est ça pour nous qui est vraiment inconcevable. Moi, par rapport à ce plan d'action, pensez-vous que quand même l'État est dans des dispositions pour reculer? Apparemment, votre collègue ministre s'entête, disons, à... Bon, pour nous, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. En fait, notre objectif, c'est pas du tout d'entamer un bras de fer. Sinon, on allait rester chez nous. Parce qu'on a déposé un préavis de grève depuis le 15 janvier. Et depuis lors, on a déjà mené un certain nombre d'actions, dont celle d'aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'amener le gouvernement à la négociation pour une révision de cette loi qui est nécessaire. Nous voulons cette révision. Nous voulons cette loi cadre. Mais pas la loi qu'il nous propose. Vraiment, qui est vraiment une mauvaise loi. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'amener le gouvernement à la négociation avant qu'on en arrive à la fin du préavis et qu'on soit obligé d'aller à un bras de fer, malheureusement. Vous avez fait état également que la loi a été signée par seulement 30 députés sur 150. Ce que vous déplorez. En fait, non seulement elle a été signée par une poignée de députés parmi les députés qui nous représentent l'Assemblée nationale. Mais l'autre chose, c'est que la commission éducation de l'Assemblée, nous sommes allés les rencontrer. Ça, c'était au mois d'août. Nous sommes allés les rencontrer. Dès qu'on a eu vent que cette loi était à l'Assemblée, nous sommes allés les rencontrer pour leur montrer la différence entre la loi qui était consensuelle de 2011 et cette loi-là. Tous les problèmes que cela aurait pu engendrer. Nous les avons invités à l'Université de Dakar pour qu'ils viennent voir d'eux-mêmes ce qui se passe à l'université. Et ils étaient dans une dynamique de ne pas
examiner cette loi sans qu'il y ait de consensus. Nous avons été très surpris de voir le lendemain de Noël, le 26 décembre, qu'une poignée de députés a voté à l'unanimité cette loi. Et cette loi viole les articles 11, 12 et 13 de la loi 94-79 qui demande à loi prise par le gouvernement à incidence pédagogique soit d'abord examinée par les instances de gouvernance. Et ce qui n'a pas été fait. Le SAES quand même pour les réformes. Bien sûr, le SAES est pour les réformes. Je l'ai déjà dit, le SAES a demandé depuis 2011 qu'il y ait une loi cadre pour l'ensemble des universités. Nous avons travaillé sur cette loi avec le gouvernement précédent. Nous avons fait plusieurs amendements. Nous avions une version consensuelle en décembre 2011. Malheureusement, le temps a coulé. Les gouvernements ont changé et ce gouvernement-là a modifié des choses très essentielles sur cette version consensuelle-là. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Et c'est ça, l'autre chose importante, c'est l'élection des recteurs qui a été dans la loi consensuelle, qui a été une des recommandations de la CNAES, je pense que c'est la 12e ou la 13e recommandation, et qui a été enlevée purement et simplement de cette nouvelle loi 4. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'enseignement supérieur? Surtout à Thiès, une université créée en 2007, si je me trompe, mais jusqu'à présent, il y a toujours des difficultés. Je suis très content que vous me posiez cette question. L'université de Thiès, qui a été créée par la loi 2005-04, n'a plus d'existence ni légalement, ni administrativement, puisqu'il n'y a rien. Nous avions un décret, c'était le décret 2008-536, qui organisait, qui donnait l'organisation et le fonctionnement de l'université, qui a été abrogé par un autre décret en 2009. Et depuis 2009, c'est le vide total. Donc l'université de Thiès fonctionne sans texte réglementaire. La première chose. La deuxième chose, c'est que l'université de Thiès a été créée dans le vide. On a regroupé des écoles qui existaient pour en faire une université. Depuis lors, il n'y a pratiquement rien qui n'a été fait. Si vous allez sur le site de l'université où nous avons entre 40 et 60 hectares, ce qui est construit est même indigne d'une école primaire. Je ne parle même pas d'une école moyenne secondaire ou d'une université. Donc l'université de Thiès est à construire et à équiper. Et ça doit être une des priorités du gouvernement. Et si vous regardez aussi les recommandations de la CNAES, toujours dans la gouvernance, il est bien dit qu'il faut augmenter les capacités d'accueil des nouvelles universités pour permettre d'absorber les nouveaux bacheliers. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, mais toute l'université de Thiès ne compte même pas 3500 étudiants. Un syndicat a déploré ces dernières semaines un peu, disons, des ressources humaines dont regorge l'université de Thiès, jusqu'à aller remettre en cause la compétence de certains. Le SAES, quel est son point de vue sur justement cette sortie du statut? Nous, ce que nous avions demandé à son temps, et c'est ça, c'est pas la position du SAES, ce qu'on avait demandé à son temps, ça c'était la position de toute l'administration, c'est que cette histoire soit tirée au clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans cette université, des UFR gagnent des prix nationaux et internationaux, des enseignants gagnent des distinctions nationales et internationales, et qu'on puisse porter de telles accusations. Nous, ce que nous avions voulu en son temps, et ce que nous voulons toujours, c'est que cette histoire soit tirée au clair. Nous ne portons pas de jugement de valeur, mais nous voulons vraiment que cette histoire soit tirée au clair. Babacar Sow. Sud FM di leen jox xibaar yu gaaw te dëggu.